tous et à toutes et je vous retrouve cette fois-ci pour enfin le point lecture de mes vacances de mon été 2014. J'ai pas mal de livres à vous présenter, donc c'est parti, pas plus de blabla, on rentre directement dans le sujet. Premier livre que j'ai lu, ça c'était déjà au mois de juin, donc on fait un grand retour en arrière. Il s'agit de Night School, le tome 4, Résistance, de C.J. Doherty, paru à la collection R. Que dire, mis à part que, comme tous les Night Schools, ce fut un coup de cœur pour moi. C'est pas une surprise depuis le temps que je vous dis que j'adore cette série. Et voilà, ce tome ne fait pas exception à la règle. Pour moi, c'était vraiment un très très bon tome dans le sens où il entre directement dans l'action. Dès les premières pages, vous êtes directement plongé dans un retournement de situation pas possible et vous commencez à avoir peur pour vos héros et votre héroïne principale, donc Ali Sheridan. Voilà, je vais pas résumer plus grandement puisque c'est un tome 4, donc je pars du principe que ceux qui ont lu les tomes précédents savent quelle en est l'histoire, donc pour pas spoiler les autres personnes, en tout cas c'était un très très bon tome, beaucoup d'action, beaucoup de suspense. On commence à avoir quelques réponses et enfin Ali fait son choix entre Carter et Sylvain. Ça fait 4 tomes déjà qu'on attendait justement qu'elle se décide et c'est enfin le cas, donc si vous voulez savoir avec qui Ali choisit enfin d'être, et ben je vous conseille fortement de vous jeter sur le tome 4 de Night School si ce n'est pas déjà fait. Deuxième livre dont je veux vous parler, il s'agit de Nalki, matricule 307 de Alice Adenomeyer, paru aux éditions du Lamentin. Et donc il s'agit de la première parution Young Adult pour les éditions du Lamentin qui ont été assez gentils pour me contacter, pour me demander de chroniquer ce livre. Et ça a été une très très bonne surprise. Vraiment très bon. Alors on retourne aux origines de la dystopie avec ce livre, puisqu'il est question d'un jeune garçon qui va être avec sa sœur emprisonné, arrêté en fait par une police politique et qui va être emmené dans des camps de redressement par le travail. Le jeune garçon et sa sœur ont tous les deux un don pour la musique et donc ils vont se retrouver à essayer de s'évader par l'orchestre du camp. Donc c'est vraiment une question de politique, d'état tyrannique qui ne supporte pas les états voisins, puisqu'il y a une guerre entre les deux états voisins. Voilà, les étrangers qui sont marginalisés, complètement mis au rebut, qui sont censés être des sous-hommes, des sous-personnes dans je sais pas, l'espèce de pyramide d'importance de la population. Enfin, c'est vraiment très 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 intéressant. C'est très bien écrit aussi, c'est très fluide, ça se lit très rapidement. Je crois que ça faisait un peu plus de 300 pages, quelque chose comme ça, ou 300 tout court, je sais plus. Il y a 2 tomes, c'est une duologie. Et je suis vraiment très 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 bien surprise par ce livre. Donc je vous le conseille amplement si vous arrivez à le trouver. Demandez-le à votre libraire parce que vous ne serez pas déçus. Moi ça m'a fortement fait penser au camp de concentration de la Seconde Guerre mondiale, mais aussi à tout ce qu'on a pu voir lors des camps de concentration russes, en fait. Les goulags, hein, les gens déportés à l'intérieur des goulags. Et puis et voilà, je crois, il me semble que c'est tout ce que j'avais à dire. Oui, voilà, ça m'a fait... Je ne l'ai pas encore lu, mais de ce que j'en ai entendu dire, ça m'a fait penser à ceux qui n'ont pas pu nous prendre par Hôtesse et Pétis, qui est paru aux éditions Gallimard Scripto, il me semble. Donc si vous avez lu ce livre, je pense que vous pourriez aimer Nalki, matricule 307, le tome 1. Voilà. Suivant. J'ai ensuite lu mon petit bijou personnel, à savoir le tome 3
de la saga Voltaire mène l'enquête par Frédéric Lenormand qui s'intitule « Le diable s'habille en Voltaire » et pas en Prada. Absolument génial comme d'habitude, j'ai vraiment adoré ce troisième tome. Si vous le savez, si vous ne le savez pas déjà, voilà, en littérature francophone et en polar historique, Voltaire mène l'enquête de Frédéric Lenormand, c'est vraiment ma saga chouchoute. Je l'adore absolument, Frédéric Lenormand arrive à faire l'exploit de ressusciter Voltaire et de ressusciter sa plume. Pour ceux qui ont lu Candide, je vais vous le ressortir à chaque fois, mais voilà, Candide, c'était l'apogée de l'écriture de Voltaire en matière de nouvelles absolument, totalement délurées et totalement qui manie la plume et l'humour de façon fine et de façon corrosive. Vous le retrouvez totalement à l'intérieur de cette saga Voltaire mène l'enquête. Et c'est génial quoi, c'est un petit bijou, vous ne pouvez pas vous empêcher de rire. Je me suis pris des fous rires encore en lisant ce livre. C'est génial, ça dénonce énormément de travers de la société du XVIIIe siècle, qui sont parfois d'actualité encore aujourd'hui. Et voilà, voilà, histoire de comment faire passer des messages politiques et dénoncer des causes qu'on croirait perdues par l'humour. C'est exactement ça et je vous le conseille, mais amplement. Si vous n'avez pas encore lu le premier tome, La Baronne meurt à 5 heures, mais foncez, 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 vous ne savez pas ce que vous loupez. J'ai ensuite lu Wonder de R.J. Palacio aux éditions Pocket Jeunesse qui a été réédité au format poche, comme vous pouvez le remarquer ici. Très très bonne lecture, agréablement surprise par ce livre. C'est l'histoire, pour ceux qui ne le savent pas encore, d'un jeune garçon, Auguste, qui a une grave malformation faciale depuis sa naissance. Donc forcément ça a causé pas mal de mauvais regards, d'attitudes gênées de la part des étrangers, et sa famille a toujours essayé de le protéger au maximum, et donc jusqu'à présent il a grandi un peu entre quatre murs, et sa mère lui a fait l'école à la maison. Jusque là tout allait bien, seulement il allait rentrer en 6ème, donc il va faire sa rentrée en 6ème, et ses parents, enfin sa mère au début, a décidé que finalement ce serait peut-être pas plus mal qu'il commence à faire une vie sociale et qu'il arrête d'être constamment renfermé à l'intérieur de ses murs. Et donc elle essaye de l'inscrire dans un collège. Donc forcément vous imaginez que ça va apporter pas mal de soucis, de rebondissements, d'angoisse pour ce jeune garçon qui est différent des autres. Alors forcément ça amène le problème de la différence, de la cruauté des adolescents entre eux, hein, et aussi parfois des adultes, parce que vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas que les adolescents qui déconnent, parfois il y a aussi les adultes qui s'imaginent, enfin voilà quoi, qui n'ont absolument aucune tolérance. C'est un vrai petit bijou, vraiment. Vous sortez vraiment ému de ce livre. J'ai vraiment adoré cette lecture. Et donc comme je vous dis, il est réédité au format poche, hein, vous voyez. Donc plus d'excuses pour ne pas le lire, je vous le conseille amplement. Il fait à peu près 500 pages, mais il se lit très très vite. L'avantage c'est que les chapitres sont très courts, donc ce qui fait que vous les enchaînez les uns après les autres. Et l'autre avantage c'est qu'il y a une alternance de points de vue entre... Alors vous avez le point de vue d'Auguste, mais vous avez aussi les points de vue des personnes qui le côtoient jour après jour, et ce qui vous permet de vous faire une idée un peu de la façon dont les autres appréhendent sa différence, appréhendent ce qui lui arrive, etc. Et donc c'est vraiment très intéressant de ce point de vue-là, donc comment réagir quand vous avez une personne en face de vous qui est différente. C'est une souffrance pour cette personne-là, mais aussi parfois pour les personnes qui l'entourent, et un challenge quelque part pour essayer d'aller plus loin que les apparences et apprendre à connaître la véritable personne qui se cache derrière. Voilà!
Donc j'espère que je vous l'ai assez bien vendu et que vous allez vous jeter dessus, vraiment, il est absolument génial. Il y a marqué à partir de 10 ans, c'est vraiment un livre qui se lit, qui est vraiment très très abordable. Donc c'est même moins que du young adult, je dirais que c'est du middle grade, hein, enfin du... voilà quoi, collège. Donc vraiment foncez. J'ai ensuite lu Maya Banks en sursis, le premier tome de la saga KGI aux éditions Milady Romance dans leur collection Suspense. J'ai été moyennement enthousiaste pour ce livre, j'en avais énormément d'attentes. Je sais pas pourquoi, je m'étais fait une idée préconçue de ce livre en me disant que ça allait, comme on nous vendait du suspense, de l'action, voilà, on se disait, enfin je sais pas, j'avais l'impression que ce serait beaucoup plus bourré d'action que ça, et en fait finalement, ben non. Euh, donc alors c'est l'histoire de Ethan Kelly. Ethan Kelly qui est un ancien agent de l'armée américaine, donc des Navy Seals, qui a démissionné et ça fait un an, tout juste pile, que sa femme a été déclarée morte dans un accident d'avion en Amérique du Sud. Et donc voilà, depuis ça fait un an qu'il est une loque, qu'il ne vit plus, qu'il est complètement retranché chez lui, qu'il ne voit plus sa famille. Et le jour anniversaire donc de la disparition de sa femme, de la mort de sa femme, il va recevoir une enveloppe dans laquelle va se trouver des photos, des plans détaillés, des plans satellites, des cartes, etc. Et un mot, votre femme est en vie. Donc, au début il se dit c'est pas possible, c'est une blague contre moi, c'est une blague de mauvais goût, ou quelqu'un veut éventuellement atteindre mes frères, faire un mauvais tour à mes frères, parce que ses frères ont fondé le KGI, donc le Kelly Group International. Donc c'est un groupe paramilitaire qui s'occupe des enlèvements, des prises d'otages, etc. Enfin un peu partout. Et qui sont vraiment doués à ça puisqu'ils ont quasiment tous servi dans l'armée et donc ils ont vraiment des techniques imparables pour résoudre toutes ces affaires. Mais quelque part il y a une part de lui qui se dit c'est pas possible, si elle est toujours en vie je peux pas la laisser, ça fait un an qu'elle est toujours en vie, alors à ce moment là elle est retenue en otage par apparemment, d'après ce qu'il y a dans l'enveloppe, par un groupe mafieux de trafiquants de drogue colombien. Et donc il fait, c'est pas possible, je peux pas la laisser un jour de plus entre leurs mains. Donc il va trouver leur frère au KGI donc, et il va se décider à aller leur demander de l'aide. Alors forcément au début tout le monde est un peu sceptique, mais en faisant quelques recherches, ils se rendent compte que effectivement la femme sur les photos qui ont été déposées dans l'enveloppe est la femme de Ethan, Rachel donc, se ressemblent énormément et enfin il y a plein de choses qui se recoupent pour dire qu'effectivement c'est peut-être pas une blague. Donc il se décide à envoyer une opération en Colombie pour aller délivrer Rachel. Le souci c'est que Rachel, elle a été droguée à son insu. Et il y a une grande partie de sa mémoire qui lui manque, et donc elle va revenir quasiment amnésique aux États-Unis. Et donc toute l'histoire, ça va être sa reconstruction, sa tentative de reconstruction pour récupérer sa mémoire, retrouver toute la dynamique familiale qu'il y avait autour du clan Kelly, parce que c'est une grande famille qui est vraiment très soudée, aussi bien les frères entre eux que même la mère, donc Marlène et son mari. C'est vraiment, c'est toute une dynamique familiale qui est perdue, et il va falloir qu'elle essaye de se reconstruire de cette façon et aussi reconstruire son couple donc avec Ethan. Et ça va être compliqué parce que vous allez apprendre qu'il y a des choses entre eux qui se sont passées avant son départ. Voilà, donc la vérité n'est pas forcément aussi rose qu'on l'imagine et il va falloir qu'elle la retrouve, cette vérité, mais aussi qu'elle découvre, et qu'ils découvrent tous ensemble, pourquoi est-ce qu'elle a été retenue en otage, pourquoi est-ce qu'on a voulu la faire passer pour morte, qu'est-ce qu'on lui voulait exactement. Voilà, donc c'est à peu près l'histoire de ce livre. Le souci,
c'est que, comme je vous ai dit, j'attendais beaucoup d'action à l'intérieur de cet ouvrage. Le souci, c'est que y a énormément de... Ah, c'est compliqué à dire parce que j'ai pas envie d'être méchante avec ce livre parce que finalement je l'ai bien aimé quand même, hein, c'est pas la question. C'est juste que ça répondait pas à mes attentes à la base, initialement par rapport à ce que je me faisais comme idée de ce livre. C'est très mielleux, on va dire, parce que l'essentiel du bouquin, jusqu'à plus de la moitié du livre, vous n'avez quasiment pas d'action, comme c'est promis pourtant à l'arrière du livre. C'est justement l'histoire de Rachel qui essaye de se reconstruire, de retrouver sa place au sein de la famille, etc. Et donc vous avez constamment tous les membres de la famille qui essayent constamment de la couver, de la materner, etc. C'est très mielleux, c'est du ma puce, ma belle, ma jolie, etc. Donc c'est pas du tout de l'action, c'est très, voilà, j'ai pas d'autre mot que de dire mielleux en fait, mou. Voilà. Donc voilà, c'était un peu une déception de ce point de vue-là, et c'est seulement vraiment à la toute fin de l'ouvrage que ça commence à se... qu'il y a vraiment de l'action, du suspense qui commence, du suspense, hein, puisque c'est une collection suspense, qui commence vraiment à se déclencher, puisque voilà, on va commencer à enfin investiguer du côté de... Pourquoi est-ce qu'elle a été enlevée, pourquoi est-ce que les gens la veulent morte, et etc., etc. Voilà, donc premier tome en demi-teinte, on va dire. J'ai les tomes suivants dans ma palle, je les lirai, peut-être pas tout de suite, mais je les lirai et j'espère que je trouverai des choses beaucoup plus intéressantes que dans ce tome 1. Peut-être que dans les tomes suivants, justement, l'action va enfin se remettre en place beaucoup plus rapidement et de façon plus consistante, sachant que en VO, je crois qu'ils en sont déjà au tome 10. Donc il y a intérêt à ce que ce soit consistant. J'ai ensuite lu le premier tome du Club des Tongs, l'été des miracles de Hélène Richardson aux éditions Nathan. Un petit livre, vraiment tout petit, hein, ça fait à peine un peu plus d'une centaine de pages. Voilà, c'est l'histoire d'une jeune fille, Lydie, qui a perdu sa mère d'un cancer du sein et qui va passer pour la première fois ses vacances. Donc son père l'envoie sur l'île de Sunday Island pour aller passer ses vacances chez sa tante. Et donc elle s'embête à un point pas possible parce qu'il n'y a quasiment aucun jeune de son âge sur cette île, mis à part les touristes. Donc voilà quoi. Elle a l'impression que c'est un été totalement pourri, jusqu'au jour où elle va trouver une carte au trésor, une mystérieuse carte au trésor qui a été déposée sur son lit. Donc elle va faire le mur et elle va aller essayer de découvrir voilà, ce qu'il y a à l'emplacement du trésor. Et elle va faire, sur le chemin, elle va faire la connaissance d'une autre jeune fille de son âge, Sierra. Et enfin, les deux vont découvrir une troisième fille qui est l'auteur de cette carte et qui s'appelle Tash. Voilà. Et donc elles vont former tout ensemble ce qui s'appelle le Club des Tongs. Elles vont essayer de découvrir les mystères de Sunday Island, puisqu'apparemment, d'après Tash, ce serait une île mystérieuse. Mais voilà, elles vont... Au fur et à mesure qu'elles vont investiguer, elles vont se rendre compte que finalement, l'île est peut-être un peu plus mystérieuse que ça, et que leur groupe qu'elles ont formé est peut-être beaucoup plus ancien qu'elles ne le pensent. Voilà, c'est un livre vraiment très 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 court. Je dirais qu'il manque peut-être un peu de profondeur. Moi j'aurais aimé voir un peu plus d'action, un peu plus d'intrigue à l'intérieur de ce livre, parce que au final le premier tome est vraiment très très superficiel. Bon, après c'est un livre très jeunesse puisqu'il est conseillé à partir de 8 ans. Donc voilà, hein, ça aussi c'est à prendre en considération. Le grand avantage c'est que il comporte aussi tout un cahier d'activités à la fin de l'ouvrage, donc que ce soit des recettes, des travaux manuels, des tests, etc. Donc c'est vraiment une bonne lecture si vous avez des jeunes à la maison. Une bonne lecture pour les vacances, quoi. Ça leur fera passer un bon moment. Et j'ai ensuite lu La fille qui ne croyait pas au miracle de Wendy Wunder aux éditions Hachette Black Moon. Alors ce livre-là, il va être réédité aux éditions Le Livre de Poche Jeunesse fin septembre.
Donc si ça vous intéresse, vous n'aurez pas à l'acheter en grand format. Alors c'est une histoire assez tragique, on va dire, mais vue d'un bon angle. C'est l'histoire d'une jeune fille donc Cam, qui malheureusement est atteinte d'un cancer. Un cancer qui n'est pas... qui est fatal en fait, contre lequel on ne peut rien, et sa famille va espérer malgré tout constamment des miracles, des miracles, des miracles. Alors que Cam est quelqu'un de très terre à terre et qui ne croit pas aux miracles justement. Elle croit énormément à tout ce qui est scientifique, et donc quand son médecin lui dit qu'il n'y a pas d'espoir possible, au début elle se braque, elle est défaitiste, elle se braque contre sa famille qui dit que c'est pas possible, il y a forcément une histoire quelque part. Sa famille qui va l'embarquer dans un road trip jusque dans une petite ville du Maine qui est supposée être miraculeuse, où il y a des miracles qui se produisent, etc. Et donc ils se disent que peut-être cette île-là va la sauver. Alors Cam au début n'est pas forcément très heureuse, elle se dit que elle a autre chose à faire que de partir sur la route et d'aller dans un trou perdu dont personne n'a jamais entendu parler. Et au fur et à mesure, elle va se rendre compte que finalement croire au miracle c'est pas forcément pour elle, mais que c'est aussi penser aux gens qui sont autour d'elle, essayer de leur faire plaisir à eux aussi, parce que eux aussi souffrent, eux aussi ont mis leur vie entre parenthèses pour elle lors de sa maladie. Et donc quelque part c'est une chose de se résigner, mais il faut aussi essayer de penser aux autres qui vont rester et qui vont souffrir après son départ. Voilà, donc très très belle histoire, vraiment. Je sais pas quoi vous dire de plus, c'est vraiment très beau, c'est écrit de façon relativement rapide, hein. C'est pas des chapitres qui font 100 pages de long. Donc vraiment je vous incite fortement à essayer de trouver ce livre. Si ça vous dit quand il sera sorti en poche, je vous insère quelque part la couverture du livre de poche, comme ça vous saurez à quoi il ressemble. Et je vous incite fortement à lui donner sa chance, voilà, parce que si vous avez aimé Nos étoiles contraires, même si ça n'a rien à voir, enfin si c'est le sujet du cancer mais c'est pas exactement la même chose, c'est beau, enfin c'est bien écrit et c'est une belle morale à la fin, voilà, donc je vous le conseille. Et pour finir, j'ai ensuite lu Geek Girl, le tome 1 de Holly Smale aux éditions Nathan. Alors, il était temps quand même que je le lise puisqu'il était paru fin avril. Et j'ai été très très agréablement surprise. Alors, j'avais entendu de très très bons échos de ce livre, mais je sais pas pourquoi je l'avais jamais sorti de ma palle. Et c'est désormais chose faite. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est l'histoire d'une jeune fille qui est une geek. Donc qui sait tout sur tout, qui a absolument une encyclopédie dans sa tête, et qui ne s'intéresse pas du tout à la mode ou autre, et qui est un peu rejetée et harcelée pour ça dans son lycée en fait. Jusqu'au jour où elle va accompagner sa meilleure amie, qui elle au contraire est très portée sur la mode et autres. Elle va l'accompagner dans une espèce de foire de la mode, quelque chose comme ça, enfin bref, un salon de la mode. Et elle va se faire repérer, alors que sa meilleure amie au début voulait qu'elle-même se fasse repérer. Non, c'est notre geek qui va se faire repérer par une agence de mannequins, et du jour au lendemain, elle va se faire embaucher pour devenir mannequin contre son gré, donc ça va lui provoquer des petits désagréments. Vous pouvez imaginer quelqu'un qui a absolument rien à faire de la mode et qui est complètement sur sa planète connaissance puissance je sais pas combien, et qui se retrouve du jour au lendemain à aller faire des défilés et des shoots à l'autre bout de la planète. Donc voilà, c'est une très très bonne histoire, c'est vraiment super marrant. Et ça pareil, ça se lit tout seul, les chapitres sont vraiment très très courts, ça se dévore littéralement. Ça fait un peu plus de 400 pages il me semble, ouais, 405 pages, ouais, 405 pages. Et ça se dévore tout seul, donc je vous conseille fortement de mettre la main dessus si vous n'avez pas encore lu Geek Girl, sachant que le tome 2 est sorti fin août il me semble. Donc voilà. Je pense que ça conclut mon bilan de mes lectures de cet été. Je ne vous ai pas parlé de mes lectures VO, mais je vous ferai peut-être une vidéo extra pour
pour vous parler de mes lectures VO, parce que là je vois qu'on est quand même déjà à un peu plus de 25 minutes. Donc voilà, je vous laisse, j'espère que vous passez... Enfin, que vous avez passé un très bon été, que vous êtes prêts pour la rentrée, que vous êtes bien équipés et que malgré tout vous faites de très bonnes lectures. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!